Bonsoir à tous. Bienvenue à notre webconférence avec Sidiki, Diego et moi-même. On va commencer par une petite introduction sur Monsieur Pierre Collet. Donc, tout d'abord, c'est un professeur en informatique avec une spécialisation en intelligence artificielle, en optimisation stockage. Comment Stochastique, on le dit bien. Stochastique. C'est bien ça. Stochastique. D'accord. Avec les systèmes complexes et épistémologie. Donc, après avoir réalisé une thèse de l'université d'Orsay en chirurgie assistée par ordinateur entre 1994 et 1997, il a effectué de 1998 à 2000 un post-doc à l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Puis, il a été recruté comme chercheur contractuel au Centre de mathématiques appliquées de l'école polytechnique de 2000 à 2003. Il est également un maître de conférence à l'université du littoral, Côte d'Opale, entre 2003. Il a été nommé professeur des universités à l'université de Strasbourg en 2007 afin de diriger les équipes FDBT puis BFO. Également directeur du département d'informatique de l'UFR mathématiques et informatique de l'université de Strasbourg entre 2011 et 2015. Il a cofondé en 2014 l'Unitwin CSDC, donc ce qui veut dire Complex System Digital Campus de l'UNESCO. Et actuellement, depuis février 2024, il travaille à l'Institut technologique innovante pour la santé et le bien-être de l'université Andrés Bello à Vina del Mar, au Chili, pour y développer l'IA dans les différents systèmes de la santé. Donc, est-ce que tout était juste de ce qu'on vient de dire? Oui, c'était bien. Vous n'étiez pas On peut obligé de tout voir que dire, vous avez parce un que c'est un parcours peu long. assez complet. Oui, vous avez un assez gros parcours. C'était assez intéressant. Oui. Et du coup, maintenant, ça c'est à Bon, nous de se présenter. Donc, pour rappel, on est un groupe de 3 étudiants. Du coup, moi, Sidiki, Maël et Diego, que vous voyez. Je suis là, je suis Tu loin. es là-bas. Du coup, on est un groupe de 3 étudiants en INO, en information et communication à l'UT de Robert Schuman. Et dans le cadre d'un cours sur la technique numérique, nous devions organiser une webconférence. Et du coup, on a décidé de choisir comme thème l'impact de l'IA sur les différents métiers. Donc moi, par exemple, j'ai choisi le métier de la santé, Maëla Moi, sondage de l'éducation. et Diego. Ça sera moi sur la comptabilité, donc les chiffres et la gestion de données. Donc voilà, on a décidé de choisir ce thème parce qu'il était assez important pour nous, parce qu'on est de futurs communicants, et aussi on doit être à l'actualité, et du coup l'IA c'est l'actualité au sens premier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'orienter vers vous, monsieur Pierre Collet, car vous êtes expert en informatique et du coup notamment dans l'IA. Donc, comme j'ai dit précédemment, les thèmes abordés, ça sera surtout la transformation des métiers, du coup des compétences en entreprise. On va parler des secteurs les plus touchés et du coup de nos différentes spécialités sur l'IA et nos thèmes qu'on a choisis. Du coup, la santé, la comptabilité et l'éducation. Alors, on va donc faire un rappel des bases pour nos spectateurs actuellement. Déjà, il faudrait qu'on réussisse à définir du coup ce qu'est le domaine de l'IA et notamment son évolution au cours des dernières années. Donc déjà, la première question, c'est est-ce que l'IA, actuellement, ils peuvent être implantés dans d'autres secteurs d'activité de ceux qu'on connaît déjà, donc par exemple la génération de texte ou encore là, du coup, on les a aussi dans les questions-réponses et les chatbots. alors, en fait, c'est pour ça que j'ai préparé un petit récapitulatif que j'espère que vous pouvez voir en ligne. Oui, il est En sur fait, le l'écran. problème, c'est que l'IA, c'est... Ok, impeccable. Ouais. Donc voilà, donc la question, c'est quel sera l'impact de l'IA C'est vous deux. sur les Vous ne voyez travailleurs pas du tout. professionnels. En fait, Alors, serrez-vous. c'est un télécube. Un télécube, c'est une question extrêmement difficile. Alors la raison, attendez, j'ai beaucoup de bruit parasite de votre micro, donc soit vous coupez votre micro ou alors, je sais pas, vous tapez sur la table, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. OK, très bien. Voilà, donc là, je vous ai fait une petite liste des algorithmes d'IA et parmi toute cette liste des algorithmes d'IA, les 2 seuls qui sont connus
c'est les plus médiatiques, hein, bah, en fait, c'est typiquement les NLP, qui sont les algorithmes qui permettent à l'IA de communiquer avec, en écrivant, quoi, avec des messages. Et puis, il y avait avant, alors le deep learning, c'est apparu dans les années 2012 et les NLP, c'est apparu en 2022, donc 10 ans après. Mais vous voyez que, en fait, le domaine est très vaste. Alors après, il y a d'autres moyens de le représenter. Alors vous voyez que c'est des choses qui sont très compliquées. Et en fait, et ben, la partie émergée de l'iceberg que vous voyez, c'est vraiment juste 10% de ce qui existe en IA. Donc, et ensuite, pourquoi est-ce que c'est une question très difficile de déterminer quel sera l'impact de l'IA pour le futur? C'est que je vous ai trouvé ici un article du MIT. Le MIT, c'est Massachusetts Institute of Technology, c'est une des plus grandes universités du monde, grande en qualité, hein. Et en 2004, ils ont demandé à leurs chercheurs quelles seront les 10 technologies émergentes du 21e siècle qui vont changer votre monde. Et donc voilà les 10. Alors, il y en a un où ils ne sont vraiment pas plantés, c'est la traduction universelle. Et effectivement, maintenant, vous pouvez traduire, mais c'est très récent, hein, vous pouvez traduire de n'importe quelle langue en n'importe quelle langue. Bon, le résultat, ça ne sera pas le même résultat que celui d'un traducteur professionnel, une personne, mais ça vous permettra quand même de bien comprendre de quoi il s'agit. La biologie synthétique, les nanophiles, l'apprentissage machine bayésien, les terrarions, le stockage distribué, la thérapie RNAi, et cetera, et cetera. Il y a un truc que vous devriez voir là-dedans, c'est que, bah, il y a pas de réseaux neuronaux, il y a pas de deep learning et il y a pas de et il y a pas ce qui fait, ce qui est l'objet de ce pourquoi on discute aujourd'hui, c'est-à-dire les LLM et tout ce qui est IA générative. Donc ça, ils sont complètement passés à côté. Pas de transformer, rien du tout. Et donc, ça m'a fait penser à Pierre Dac, qui était un grand humoriste français du siècle dernier, qui disait que les prédictions, c'est toujours difficile à faire, surtout lorsqu'elles concernent le futur. Donc, ils se sont complètement plantés. Ils n'ont absolument pas vu ce qui est maintenant le sujet prédominant de toute l'informatique, de toute l'IA, etc. Ils n'ont rien vu de tout ça en 2004. Voilà, et 2004, c'était pas, c'est il y a 50 ans, hein. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que, bah voilà, c'est très difficile de faire des prédictions, surtout lorsqu'elles concernent le futur. Voilà. Alors, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a 25 types d'IA différentes. Et en fait, vous ne voyez qu'un seul type d'IA, c'est le type d'IA qui est ChatGPT, qui est les LLM, Claude, etc., etc. Mais en fait, les métiers sont impactés, bien sûr, par tous les autres types d'IA qui peuvent les affecter. Par exemple, la robotique, bah, ça va remplacer des gens qui sont dans des usines. Maintenant, il y a dans les usines de voitures, de création de voitures, il n'y a plus beaucoup de gens, hein. Ce que je veux dire, c'est quasiment que des robots. C'est pareil pour Amazon. Quand vous allez dans un entrepôt Amazon, bah, il n'y a plus beaucoup de gens non plus, hein. Tout est mécanisé, les paquets sont emmenés par des robots d'un endroit à un autre, etc. Et bientôt, un entrepôt Amazon, il va y avoir 2 personnes et les personnes qui seront employées dans l'entrepôt Amazon, ça sera surtout les entreprises de gardiennage, avec des chiens, quoi. Bientôt, il y aura plus de chiens employés par Amazon que de personnes. Heu, donc en fait, les métiers, bah, il y a 25 types de métiers différents. Autrefois, alors ça a commencé avec la machine à vapeur finalement. La machine à vapeur, bah, ça a remplacé tous les métiers de force. Donc là où il devait y avoir des tracteurs qui étaient utilisés, enfin là où il y avait des bœufs, des ânes, des trucs, et cetera, et ben les moteurs ont remplacé tout plein de gens. Et heureusement, eh ben, on s'est adapté, l'humanité s'est adaptée à ce genre de modifications-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Eh ben, il y a eu par exemple l'apparition des machines à calculer. Quel est l'impact des machines à calculer? C'est qu'avant, dans les banques, eh ben, il y avait tout plein de personnes qui étaient des calculateurs. C'était des personnes qui faisaient les sommes de combien vous aviez sur votre compte en banque, etc. Des sommes, des additions, des soustractions, ce genre de choses. C'était des gens qui étaient obligés de les faire. Et ben, à partir du moment où il y a eu des machines qui ont été capables de compter, bah, ces machines-là ont remplacé des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui étaient dans toutes les banques du monde entier. Alors après, que sont devenus tous les comptables?
qu'il y avait dans les banques, bah maintenant c'est devenu des gens qui vont essayer de vous vendre des produits d'investissement, des qu'est-ce que je veux dire, des prêts, ils vont vous proposer de l'argent, etc. Mais forcément, il y en a beaucoup moins. Mais donc ça veut dire qu'il faut constamment se réinventer et l'humanité doit se réinventer à chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est ça. Donc après, ça dépend des métiers. Oui, bien sûr. Il y a des métiers où c'est un peu plus compliqué, j'imagine, sachant qu'ils se basent uniquement sur des tâches qui peuvent être remplacées facilement. C'est ça. Genre, par exemple, on a. Bon, Amazon. c'est moins les IA, parce que c'est plus des robots qui sont programmés à faire des actions. Par exemple, on a le cas des usines des voitures où une simple des unités automatisées peuvent simplement faire ce travail. Bon, c'est pas vraiment un rapport avec l'IA, mais dans l'idée d'évolution, on doit aussi s'adapter à ce Oui, genre. c'est comme il a dit avec Amazon. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est que des robots. Hein. Donc, Mais tout ça, c'est de l'IA. Les robots, ils bougent pas tout seuls. Hein. Oui, Ce que je veux dire, c'est que les robots, ils sont sensibles, ils voient, tout le monde regarde, tout le monde, ils sont de plus en plus sensibles à leur environnement. Et il ne faut pas imaginer qu'il n'y a pas d'IA derrière tout ça. C'est pas que de la mécanisation. Hein. Alors maintenant, le dernier truc en date, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais essayer de retrouver ça directement dans ma présentation, mais depuis mars 2024, Oui. eh bien, ça y est, depuis mars 2024, les voitures sont autorisées, les voitures sans chauffeur sont autorisées. Ah, oui. Alors, je vous ai trouvé... Et oui. Et alors, l'impact des voitures sans chauffeur, donc ça a été autorisé en 2 villes en Californie, à San Francisco et à Los Angeles. Et donc, voilà le nombre de... Alors, ça a été autorisé en mars, d'accord? Donc, Okay. avant toutes les... Ça, c'est récent. C'est le nombre comment ça s'appelle, de courses en taxi qui ont été faites chez Waymo par mois, d'accord? Par vous-même? Donc jusqu'en mars, c'était des tests qui étaient faits. Il n'y avait pas une autorisation, il y avait des gens dans la voiture qui étaient, il y avait des conducteurs qui étaient là prêts à prendre le volant au cas où il se passe quelque chose. Et à partir de mars, ça a été, donc ils ont obtenu l'autorisation par le gouvernement californien que ces voitures soient utilisées de manière autonome. Et là maintenant, c'est le décollage que vous êtes en train de voir, avril, mai, juin, juillet, août. Et ça, c'est le nombre de courses qui est en train d'augmenter. Alors pourquoi ça augmente? Parce qu'il n'y a pas de chauffeur, donc forcément ça ne coûte rien à Waymo. Alors le problème des chauffeurs et le problème que ceci est en train de montrer, c'est que actuellement aux États-Unis, mais c'est pareil, alors, surtout aux États-Unis, tout passe par la voiture et tout passe par les camions. Il y a très peu de trains. Et donc tout le transport de marchandises se fait quasiment exclusivement avec des millions de chauffeurs de poids lourds. Il y a aussi des millions de chauffeurs de taxi, pas forcément du taxi, il y a aussi du Uber, il y a tous ces gens-là, ce sont des personnes. Et bien, à partir du moment où maintenant commence la possibilité d'avoir des voitures sans chauffeur, les chauffeurs de taxi vont perdre leur boulot. Et puis c'est pareil pour tous les chauffeurs de poids lourds. Parce que pourquoi payer le salaire de quelqu'un quand le poids lourd il peut le faire tout seul? C'est clair. Mais vous ne pensez pas que c'est un peu trop, ça ne peut pas faire peur aux personnes, du coup, que par exemple de conduire sans personne devant? Vous ne pensez pas que c'est un peu trop Exactement, mais alors du coup, ce qui va se passer, c'est que vous aurez 2 options dans l'application Waymo quand vous appelez votre taxi. Vous pourrez demander le taxi sans chauffeur, ça vous coûtera 2 € pour aller du point A au point B. Et puis après, si vous voulez un chasseur, là, c'est 20 €. Ah oui. Parce que là, il faut payer le chauffeur. Ah oui, ok, je comprends, oui. Donc vous aurez 2 tarifs, un tarif sans chauffeur et puis un tarif avec chauffeur. Et puis après, si vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre celui sans chauffeur parce que l'autre, il va coûter beaucoup trop cher parce qu'il faut le payer, le chauffeur. Bien sûr, oui. Après, maintenant, un jour, les assurances vont se rendre compte que, oui, mais quand au million de kilomètres parcourus, une voiture sans chauffeur, on va dire qu'elle a, je sais pas, 3 accidents par million de kilomètres parcourus. Et le jour où les assurances vont se rendre compte que quand c'est des gens qui conduisent, il y a 10 accidents par million de kilomètres, contre 3 accidents par million de kilomètres quand c'est une voiture autonome.
bah, les assurances vont dire vous avez une voiture, bah, moi ce que je veux, c'est que votre voiture soit conduite sans vous. Et si vous voulez vraiment conduire votre voiture, bah, pas de problème, mais ça sera 10% de plus l'assurance de votre voiture. Et jusqu'au moment où un jour, bah, probablement, ça sera plus possible pour vous de conduire votre propre voiture et on vous dira, si vous voulez conduire, bah, vous allez sur un circuit, là vous allez vous amuser à conduire votre voiture, mais non, on arrête d'avoir des voitures qui sont conduites par des gens parce qu'il y a trop d'accidents. Et là, c'est des statistiques bêtes qui seront faites à partir du moment où on a des voitures sans chauffeur. On va regarder forcément le nombre d'accidents au kilomètre. Et s'il y a beaucoup moins d'accidents au kilomètre quand il n'y a personne qui conduit, après, les assurances vont dire attendez, on ne va pas payer. Bien sûr. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et c'est un truc comme ça qui va se développer partout. Hein. Et ça, maintenant, c'est disponible aux États-Unis, il me semble. Comme je vous ai dit, dans 2 villes actuellement. Mais si ça se passe bien, Oui. bah, forcément, après les autres villes vont vouloir faire pareil et ça commence bien quelque part et après, Oui, ça bien va sûr. être une tâche longue. Et vous pensez que ça va arriver en France d'ici quelques années alors? Parce qu'en France, c'est assez difficile avec certaines lois, par exemple, je pense. Oui, mais c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, ça s'est fait malgré. Donc voilà, là je vous ai mis le papier, etc. Il y a une question. This decision was approved despite the objections of the local authorities in both areas. Donc les autorités ont dit non, tout le monde a dit non, mais le lobby a été tellement puissant que finalement c'est passé quand même. Au bout d'un moment, alors bon, surtout aux États-Unis, c'est l'argent qui gagne. Oui. Quand ça coûte 5 fois plus cher de faire un trajet avec voiture qu'un trajet avec son chauffeur qu'un trajet sans chauffeur, au bout d'un certain temps, bah, voilà, la loi du marché fait que c'est les voitures sans chauffeur qui vont gagner, hein, un jour ou un autre. Donc après, est-ce que ça sera dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, c'est pas la question. Ok. Un jour, ça arrive. On a une bonne question sur le chat d'une personne qui s'appelle Astrid et elle nous dit en anglais: It's not the first time in history that such change happened in working life. The problem is the time of changes in accelerating. Will this bring major problem in economics? Est-ce que ça va apporter de nombreux problèmes en économie, ce point-là? Bah, de quel point de vue? Du point de vue de ceux qui gagnent de l'argent, ils vont être contents. Et du point de vue de ceux qui vont perdre leur job, bah, ils vont pas être contents. Et après, bah, voilà, c'est le problème. Alors, c'est le problème de l'économie. L'économie, il faut voir que c'est un système complexe. Alors, ce qu'on appelle un système complexe, c'est quand on a un grand nombre d'entités autonomes en interaction qui conduisent à des comportements émergents. Voilà, ça c'est la définition d'un système complexe. Les entités autonomes, bah, ça va être les gens. Et les interactions entre les gens, bah, c'est fait via les entreprises, c'est fait via tout le tissu économique, etc. C'est l'économie qui fait les interactions. Et donc, au bout d'un certain temps, il y a la loi des rendements décroissants qui va faire que quand les gens ne peuvent de moins en moins travailler, de moins en moins vivre à faire ce qu'ils faisaient précédemment, ils vont être obligés de réinventer autre chose. Il faut bien vivre, il faut bien gagner de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc ça va nous amener forcément à réimaginer des choses à faire, des nouvelles choses à faire. Il y a une statistique qui est intéressante qui dit que 50% des emplois qui existeront dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Oui, parce que soit ils seront enlevés, soit ils vont évoluer. Et il va falloir trouver de nouvelles choses à faire, de trouver comment gagner sa vie. C'est vrai. Et là, maintenant, ça nous amène sur un autre problème énorme, qui est le problème de l'éducation. Parce que actuellement, avec l'IA, eh ben, en fait, tous les étudiants, bah, ils ne s'embêtent plus à faire des rapports, ils ne s'embêtent plus à écrire des devoirs, à faire quoi que ce soit, parce qu'ils demandent à ChatGPT, et ChatGPT leur fait le truc. C'est pareil pour les gens qui font de la programmation informatique. Maintenant, où le prof demande un programme qui fait un programme de tri, bah, on demande à ChatGPT, ChatGPT vous l'écrit et puis vous le rendez. Mais ça veut dire qu'à la fin, vous ne savez plus le faire. Oui, et le grand risque qu'il y a, c'est une perte de savoir-faire de la part des étudiants qui vont devenir des adultes plus tard. Et à la fin, bah, le grand risque, c'est d'avoir une population de personnes qui savent demander à ChatGPT. Mais c'est quoi leur valeur ajoutée? Personnes, ils n'ont plus de valeur ajoutée du tout. Donc il n'y a pas de raison qu'on paye des gens à poser des questions à ChatGPT. Évidemment, oui.
Et donc ça, c'est le gros problème de l'éducation actuelle et des étudiants, c'est que la solution de facilité, bah, c'est de demander les réponses pour éviter de travailler. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que si l'objet, c'est de faire je sais pas, du monocycle, est-ce que vous avez déjà essayé est-ce que vous avez essayé de monter sur un monocycle? C'est pas facile de rester jamais. debout dessus. J'ai jamais essayé, mais j'ai déjà Eh vu ben, des personnes dessus. regardez 50 vidéos qui vont vous expliquer comment ça marche, sans que vous ayez essayé, vous n'allez pas pouvoir le faire. Oui, oui. Donc c'est le problème de ce qu'on appelle le savoir-faire. Il y a le savoir. Le savoir, vous pouvez l'acquérir en regardant une vidéo. Vous pouvez apprendre les mathématiques en regardant, etc. Enfin, les mathématiques, c'est différent, parce qu'il y a quand même des exercices à faire. Oui. Mais il y a des choses que vous pouvez apprendre en les regardant. Mais faire du vélo, vous pouvez regarder 10 vidéos, 100 vidéos de gens qui font du vélo, on vous met en face d'un vélo, vous n'allez pas savoir monter dessus. Et c'est ça le problème de ne pas faire les choses, c'est qu'à force de ne pas les faire, eh ben, le jour où il faudra le faire, vous ne saurez pas le faire. D'accord. Et c'est ça le grand défi que va poser l'IA, c'est que comme l'IA va savoir répondre à grosso modo toutes les questions, etc., si les étudiants ne font pas l'effort d'essayer de répondre aux questions par eux-mêmes, d'essayer de faire des exercices par eux-mêmes, etc., et ben, le jour où il faudra le faire, à un examen, mais aussi chez un employeur, le jour où il faudra vraiment le faire à la main, bah, plus personne ne saura rien faire. Bah, Et ça pose le même problème en médecin, le même problème dans tous les domaines. Justement, du coup, on embraye sur la prochaine partie, justement. On parlait des compétences humaines et des compétences techniques par rapport aux IA. Oui, bah voilà, le problème, c'est que les humains, à force de tout faire par l'IA, c'est que les humains perdent leurs propres compétences. Oui. Et ne deviennent plus que des pouces-boutons, on demande au machin, et si le machin ne sait pas faire, bah moi je ne sais pas faire non plus parce que je n'ai jamais fait avant. Parce que de toute ma vie, je n'ai fait que demander à la chose. Oui. Donc forcément, les compétences, à la fin, je ne les ai pas, vous voyez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça le gros problème. Donc en fait, vous êtes probablement une des dernières générations parce que voilà, ChatGPT, tout ça, c'est apparu en 2022, c'est apparu il y a 2 ans. Donc jusqu'à il y a 2 ans. Alors avant, vous avez eu le problème, c'est qu'avant, il y a eu le Covid. Bon, ça n'a pas aidé non plus. Mais vous êtes probablement une des dernières générations qui savait faire des choses parce que vous avez été obligé de les faire jusqu'à il y a 2 ans. C'est vrai. Mais depuis 2 ans, je pense que l'état d'étudiant s'est beaucoup amélioré parce qu'effectivement, les devoirs, on se fait quand même beaucoup aider par tout ce qui est informatique et tout ça. Et donc, ça va aller entre guillemets s'aggravant. Et de plus en plus, les générations qui vont venir ne vont pas faire le travail parce qu'il y a un truc qui sait faire le travail à votre place. Pourquoi le faire? Ça va être très difficile d'arriver à motiver les étudiants de faire réellement le job s'il y a un truc qui peut le faire pour vous gratos, quoi. Oui. Donc, Est-ce que vous voyez savez le problème? s'il y a déjà, par exemple, des études ou des choses qui ont été faites qui montrent le fait que les jeunes de nos jours ont beaucoup moins de connaissances du fait, avec ce que vous dites, qu'on va moins chercher la chose et plutôt prendre la simplicité avec les intelligences artificielles? Alors bon, heureusement, ça existe, c'est pas depuis il y a 2 ans que c'était mieux avant. J'ai retrouvé donc Pline le Jeune, donc il y a 2000 ans, disait déjà, il a envoyé une lettre à quelqu'un, on a retrouvé la lettre de Pline le Jeune, qui disait « Ah, c'était bien mieux avant ». Donc ça fait partie des choses qui sont constantes, c'est toujours mieux avant, forcément. Parce que dans son souvenir, c'était toujours mieux. Bon, bref. Donc je pense que c'est une nouvelle marche à passer, je ne sais pas du tout. Alors par contre, j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le futur. Mais clairement, les humains seront toujours là dans 20 ans. Ouais. Et dans 20 ans, par contre, tout aura changé. Mais alors, savoir quel sera l'impact quand il va y avoir une génération complète d'enfants qui auront passé toute leur scolarité avec ChatGPT, qui vont débouler sur le marché du travail. Mais quel sera le travail aussi? Peut-être qu'il n'y aura plus rien à faire. Enfin, qu'il n'y aura plus. Alors après, voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui restera comme travail à faire? Donc la troisième, il y a une chose intéressante dans ce que vous m'avez posé, c'est que
Le troisième domaine, un des domaines, c'était l'éducation, Oui. l'autre domaine, c'était la médecine, et le troisième domaine, c'est la compta. Oui, Oui. Ça, c'est ça. Et là, la compta, ça pose un vrai problème pour l'IA, parce que la compta doit être précise. Et actuellement, il faut comprendre que l'IA qu'on vous présente, c'est une IA qu'on appelle générative. Alors, s'il peut rester une seule chose de cette entrevue, c'est la compréhension du fonctionnement de l'IA générative. Comme le dit son nom, l'IA générative crée des nouvelles choses. Oui. Si vous demandez une référence à l'IA générative, elle va vous créer la référence. Ensuite, la deuxième chose à comprendre, c'est que l'IA générative ne comprend pas les mots. Donc, comment se fait-il qu'une IA puisse fabriquer des phrases qui ont un sens si elle ne comprend pas les mots? C'est que l'IA a compris comment assembler les mots de manière à ce que l'humain qui est derrière l'écran dise « Ah ouais, c'est bien ». Oui. Et en fait, le sens de la phrase qui est écrite par l'IA, c'est vous qui fabriquez le sens. L'IA ne comprend pas les mots. L'IA ne sait faire qu'une chose, c'est de mettre ensemble des mots qui, une fois qu'ils sont assemblés sous la forme de phrases, font dire à l'humain « Ah ouais, c'est pas mal ». Ok. Mais l'IA ne comprend rien à rien de ce qu'il fait. L'IA ne comprend pas le sens d'un mot. L'IA sait juxtaposer les mots de manière correcte, de manière qui fait que les humains qui sont derrière se disent « Ah ouais, ça a un sens ce truc-là ». Je savais pas du Mais tout ça. le sens de la phrase que vous lisez, qui a été écrite par ChatGPT, c'est vous qui le fabriquez dans votre tête. Ok. Et puis justement, en fait, ça renvoie à une expérience qui s'appelle la chambre chinoise qui date de 1980 par John Sear, qui prévoyait donc des problèmes informatiques complexes. Et vraiment, l'expérience serait. En fait, ça montre que l'IA comprend la sémantique et comment articuler des mots, mais pas le sens qui vient avec. Donc ça montre aussi que c'est une donc question l'IA ne qui date comprend pas la vraiment longtemps. Attends, mais donc l'IA ne comprend pas la sémantique. Oui. La sémantique, ça veut dire le Enfin, sens. Oui, en fait, elle sait comment organiser les phrases, mais Donc pas. ça s'appelle de la... Oui, oui, effectivement, Donc, ça s'appelle excusez-moi. Alors, C'est ça vrai. s'appelle de la syntaxe. Et la syntaxe peut être augmentée avec ce qu'on appelle la théorie des catégories. Donc, je m'explique. Le chat mange la souris. C'est syntaxiquement correct parce que l'objet de manger pour un chat, eh ben, ça va être quelque chose qui est un animal, par exemple. Mais si vous dites « la table mange le chat », on pourrait se dire « la table, c'est un sujet, c'est un nom », d'accord? Donc, ça peut être le sujet du verbe manger. Ben, en fait, non, parce que dans le sujet du verbe manger ne peuvent manger que des animaux, que des choses vivantes. Et une table, ça fait partie d'un objet. Et les objets ne peuvent pas manger. Donc, les tables ne peuvent pas manger parce qu'elles ne font pas partie des catégories de noms qui peuvent manger. Oui. Donc, vous voyez qu'on peut rejeter une phrase disant la table mange le chat sans comprendre ce que c'est que la table. Mais parce que la table ne fait pas partie des catégories de choses qui peuvent manger. Ok. Donc, c'est pour vous dire un peu qu'on est capable de fabriquer des phrases qui ont un sens juste en regardant, en mettant ensemble des catégories qui collent bien. Mais sans que pour autant, ce qui fabrique la phrase sache de quoi il retourne. Ok, d'accord. Très bien. On a eu une question dans le chat d'une étudiante qui dit que est-ce que donc, grâce à l'IA, on ne peut pas justement pouvoir aller plus loin dans les travaux en automatisant les devoirs plus simples? En automatisant les devoirs plus simples. Ça, il faut que j'essaie de comprendre le sens de « en automatisant les devoirs plus simples ». Dans le sens Pour où que les les petites devoirs tâches qui soient durent moins, enfin qui sont entre guillemets faciles à effectuer, mais qui prennent en accumulation un certain temps. Est-ce que du coup l'IA va pouvoir permettre d'aller plus loin dans les travaux, donc en mettant plus de temps dans les tâches plus complexes que dans celles qui sont plus simples, mais qui s'accumulent? J'imagine que c'est ça le sens Voilà. que vous voulez donner. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en répétant les choses qu'on les apprend, qu'on les acquiert. Encore une fois, pour faire du vélo, on ne peut pas faire... comment accélérer le savoir-faire de monter sur un vélo sans tomber? Alors moi, j'ai demandé à des comptables de mon côté.
Et justement, du coup, il y En avait. fait, actuellement, il n'y a pas d'IA dans SAP, par exemple. Et en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que les, là où l'IA apparaît dans les outils comptables, c'est surtout euh, dans l'aide à l'introduction des données. Donc, par exemple, si vous avez été 3 fois chez McDo, et qu'à chaque fois vous avez sélectionné que la facture de chez McDo doit rentrer dans le compte nourriture, par exemple, ou dans le compte restaurant, et ben maintenant, l'IA associée va faire que la prochaine fois qu'il y a une facture McDo, hop, ça va directement vous proposer le restaurant. Ouais. Donc l'idée, ça va être un peu ce truc-là. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez prendre une photo d'un ticket. Et prendre une photo d'un ticket, maintenant, il y a de l'IA qui va lire le ticket pour vous, qui va le mettre directement dans le bon compte, etc., en espérant que l'IA ne se soit pas planté. Donc, en fait, c'est surtout, pour la comptabilité, c'est surtout de l'IA pour aider à rentrer les données. Ouais. Mais de l'IA pour vérifier les comptes, s'assurer que tout va bien au centime près, là, on laisse tomber parce que de toute façon, l'IA, le tout petit peu d'IA qui est celui que vous voyez est clairement pas précis. Il y a zéro précision dans ce que l'IA est complètement incapable de faire des calculs précis et de voir s'il manque un centime à gauche ou à droite, etc. Et de trouver. Parce que c'est ça le problème des comptables, c'est que, OK, à la fin de mon bilan, j'ai 10 centimes qui manquent. D'où ça vient? On est 10 centimes. Mais bah ça, l'IA est complètement incapable de le faire parce que l'IA est tout sauf précise, elle est aléatoire. Elle est générative. Si vous lui demandez d'où ça vient, elle va vous répondre. Elle va vous dire ça vient de là. Mais en fait, vous regardez, c'est pas vrai. Ok. Elle va vous créer quelque chose qui va faire que vous serez content. Mais est-ce que c'est vrai? Non, mais on s'en fout Ouais, complètement. pas forcément. Parce que moi, les axes, les questions que par rapport à du coup aux gestion de données, etc., que je me posais, c'est premièrement la sécurité des données, parce qu'on sait que la plupart des IA génératives viennent d'entreprises américaines, etc. Et cela peut poser du coup des problèmes, notamment je pense au RGPD, mais du coup je sais pas si ça rentre en lien avec les données des entreprises françaises, justement. Alors, non, parce que ça veut dire, si vous pensez que l'IA vous redonne des données existantes qu'il aurait pu piocher à gauche à droite, c'est faux. L'IA générative génère les réponses. Donc, elle peut s'alimenter de bases de données qui viennent de Chine, de Russie, de n'importe où, mais le résultat qui sera produit par l'IA sera imaginé par l'IA. Ok. Les données que ça vous dit sont fausses. Essayez de demander à ChatGPT, par exemple, quelle est la liste des prix Nobel nés en Alsace. Bah, le machin, il va vous répondre, hein, mais tout sera complètement faux. Il fabriquera quelque chose qui vous donnera l'impression que c'est vrai, mais si vous allez vérifier, c'est totalement faux ce qui sera répondu. L'IA produit des choses fausses, c'est génératif. L'IA ne citera jamais le contenu de quelque chose. Voilà, méfiez-vous complètement. Alors ça aussi, c'est facile pour les profs, parce que si les profs connaissent leur domaine, eh ben, ils voient bien que ce que vous allez leur répondre, c'est n'importe quoi. Ouais. Et pourquoi c'est n'importe quoi? C'est parce que vous faites un copier-coller qui vient de l'IA. Et l'IA vous écrit n'importe quoi, de manière super sérieuse, super convaincante. Yes, c'est ça la réponse. Mais en fait, c'est faux, parce que D'accord. c'est génératif. Ok. D'accord. D'accord? Donc pas de souci, donc protection des données. La seconde, donc on en a parlé aussi Alors, rapidement. non. Euh, Le souci de la protection des données, c'est avec toutes les autres IA qui existent, Toutes les mais autres pas IA? avec les IA génératives. Ok, oui, parce que du coup, j'imagine que le domaine du légal avance aussi petit à petit en fait, pour voir les zones grises, Alors, etc. c'est le problème donc vous avez la science des données. La science des données, c'est comment extraire des informations des données. Et ça, bah, ça se fait avec ce qu'on appelle des random forests, des forêts aléatoires. Ça se fait avec des arbres de décision. Ça se fait avec... euh, alors, les réseaux neuronaux peuvent faire des choses. On peut analyser des choses. Il y a plein de méthodes d'IA qui sont capables d'exploiter vos données, mais pas l'IA générative. L'IA générative, ça va vous fabriquer ça va vous fabriquer ce que vous aimez. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger ces données, encore une fois, parce que les données, il y a d'autres algorithmes d'IA qui seront capables de les exploiter, mais pas ceux que vous voyez. Ok, est-ce que tu as une question par rapport à ton thème qui peut t'intéresser à poser? Bah moi vu que j'avais travaillé, enfin j'étais plutôt basée sur le thème de l'éducation. Je
Je pense que vous avez vraiment bien répondu au début, surtout sur les questions que j'avais, etc. Vous avez vraiment bien répondu. Du coup, pour mon thème, je pense on est au complet. Alors, attendez, parce que moi, j'ai travaillé aussi, et Ouais. j'ai des étudiants. Et actuellement, et en fait, j'ai demandé à un étudiant, alors c'est un étudiant australien, parce que bon, je travaille avec lui à Sydney. Voilà. Et donc, je lui ai demandé, tiens, qu'est-ce que tu penses de ChatGPT dans l'éducation? Oui, Alors bon, c'est en anglais, donc je vais vous le traduire. Euh, En fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'il a commencé à avoir peur quand il s'est rendu compte que son prof utilisait ChatGPT pour absolument tout, incluant le travail fait en classe, incluant l'évaluation, la solution aux problèmes qu'il pose. Et en fait, et en plus, le prof s'est vanté d'utiliser ChatGPT pour faire tout ça. Donc, Ok. dans sa classe actuellement en Australie, alors c'est bien parce que l'Australie, c'est à l'autre bout du monde, on va dire non, à Strasbourg, c'est clair que tous les gens sont sérieux, bien sûr. Mais à l'autre bout du monde, il existe un endroit dans le monde où les profs utilisent ChatGPT pour écrire leurs cours, utilisent ChatGPT pour écrire les évaluations, et utilisent ChatGPT pour évaluer le retour des étudiants. Donc, si on vous donne un projet, hop, c'est ChatGPT qui va vous noter. Ok. Et là, un étudiant, il a commencé à se dire, ouh là là, il va y avoir un gros problème, parce que même les profs font la même chose. Donc, bah voilà quoi. Donc, en fait, vous allez en classe. Le contenu du cours a été produit par ChatGPT. Le contenu des projets que vous avez à faire, c'est demandé par ChatGPT. Et l'évaluation provient de ChatGPT aussi. Ouais, ça pose un gros problème, effectivement, ouais. Aïe, aïe. Donc, voilà. Donc, c'est ça le problème de l'éducation future. Parce que, bien entendu, actuellement, à Strasbourg, ça ne se produit pas. Parce qu'actuellement, nous, on a eu en début d'année, par exemple, une charte de l'IA à Ouais. signer dans notre UT. Est-ce que là, on l'a Non. on l'a pas sur nous, mais globalement, elle faisait une grosse restriction sur les situations de l'IA générative, du coup, parce que c'est un problème qui était souvent cité. Mais je sais plus exactement ce qu'elle faisait comme autre restriction par le fait qu'en fait, la part des devoirs était passée sur compilation, du coup, pour vérifier s'il y avait une Oui, mais utilisation. compilation est incapable de déterminer si un résultat d'un texte a été produit par IA ou pas. Donc, Ouais. Donc, on a dû signer une charte, donc c'est-à-dire que ça évolue un peu sur le domaine-là, mais je pense pas que c'est encore vraiment pris en main. oui, Peut-être. mais alors, ok, vous signez une charte comme quoi vous vous engagez à ne pas utiliser ChatGPT. C'est ça. Mais comme après, il n'y a aucun moyen de savoir si votre texte a été produit par ChatGPT ou pas, comment est-ce qu'on peut prouver que ça a été produit par ChatGPT? Donc, Ce que en fait, je comprends, c'est que généralement, si un élève n'est pas assez bon et qui d'un coup il crée quelque chose de bon, ils vont se dire, ils vont voir qu'on avoir des doutes. Je pense que c'est quelque chose dans le sens. bien sûr, mais comment on peut le prouver que vous avez copié? On peut Comment pas. est-ce que moi, Ouais. mon prof, je peux dire ce que vous avez écrit là, je pense pas que c'est vous qui l'avez fait. D'accord? Mais pour vous donner une mauvaise note, pour vous mettre un zéro pour votre machin, il faut que j'ai une preuve que vous ayez copié. C'est Comment vrai. est-ce que je peux prouver que c'est pas vous qui l'avez écrit? Mais c'est le même problème que les devoirs qui sont faits par les parents Ouais, quand ouais. vous êtes en sixième. Hein. Oui. Bon. Du coup, une petite dernière question, là, ça serait plus pour le domaine de la santé. On va savoir, est-ce que c'est un défi pour ces établissements médicaux d'implémenter les IA? Et est-ce qu'il n'y aurait pas une peur de certains, par exemple, clients, de voir que, par exemple, avant, il n'y avait que des personnes et maintenant, il y a plus d'outils numériques? Que ça ne serait pas une peur pour certaines personnes, selon vous? Alors, moi, je travaille beaucoup avec la santé, parce que Mhm. c'est l'institut où je travaille. Et donc, en fait, tous les hôpitaux sont en train de se mettre à l'IA parce qu'il y a quand même des avantages. Actuellement, il y a des algorithmes d'IA qui sont capables de dire sur une radio, ah bah tiens, là, il y a un cancer du sein potentiel sur une mammographie. Mais ça pose maintenant d'autres problèmes. C'est que si vous avez une IA qui dit, ah bah tiens, là, je vois un début de cancer. Et puis, vous avez deux, trois médecins qui regardent, et puis les médecins, ils voient rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si on fait rien parce que les médecins humains n'ont Mhm. rien vu, Oui, que le cancer se développe 3 mois après. oui, je vois. Bah, le patient a perdu 3 mois de traitement où le cancer aurait pu être supprimé, et puis là, il s'est développé. Bon, maintenant, le truc, c'est que je vois rien, l'IA me dit, ah bah tiens, là, il y a un démarrage de cancer, et je commence à faire une chimiothérapie, je commence à faire quelque chose. Mais des traitements sont lourds.
que je veux dire, les gens, ils perdent des cheveux, enfin, ce que je veux dire, et puis c'est du poison et tout ça. Et puis finalement, si ça se trouve, il n'y avait rien. Ou alors on fait une biopsie, mais la biopsie, c'est quand même invasif, on retire un... Enfin, si on fait quelque chose et qu'il n'y a rien, la personne a dit, oui, mais pourquoi vous l'avez fait? C'est parce que l'IA me l'a dit, mais moi je ne l'ai pas vu. Enfin, vous voyez, là, maintenant, ça crée des problèmes éthiques. Ok. Les médecins se disent, c'est un super outil pour améliorer la qualité de traitement des patients. Mais si, alors maintenant, ça pose un autre problème, c'est le problème de l'explicabilité de l'IA. Donc, il nous faut maintenant, pour la médecine, il faut des mécanismes, des algorithmes d'IA qui soient explicables, où lorsque l'IA me dit, là, il y a potentiellement une tumeur, il faut que l'IA... Pourquoi est-ce que tu me dis que là, il y a une tumeur? Alors là, il faut que l'IA te dise, voilà, je ne sais pas, la densité de l'image est différente, là, il y a un truc comme ça, et c'est ces processus-là qui me font dire, à moi, IA, que là, il y a probablement une tumeur. Et là, dans ces cas-là, les gens pourront regarder, se demander, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc l'IA en médecine, c'est un problème d'explicabilité et de capacité de comprendre. Si c'est une boîte noire qui vous dit, là, il y a un machin, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là? Ça, c'est le gros problème actuel de la médecine. Mais tous les hôpitaux sont en train de s'y mettre avec le problème de l'explicabilité. Ok, très bien. C'est super intéressant. Super intéressant. On va passer à la conclusion. Tu continues ou t'as une question générale? C'est bon. Ok, bon, on va pouvoir... Donc déjà, on tient vraiment à vous remercier d'avoir accepté de réaliser cette webconférence et de nous avoir appris des choses très enrichissantes que personnellement je ne savais pas. Et En second, on s'excuse pour tous les problèmes. C'est les petits problèmes, on fait avec, mais j'espère que... Mais au moins on a appris et espérons pour une autre webconférence on sera plus apte. Vous savez que la prochaine fois vous le faites depuis le McDo. Voilà, ça c'est souci. Du coup, encore une fois, merci d'avoir pris votre temps et merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aux personnes du chat d'avoir posé leurs questions. C'était aussi assez... Et des gens qui ont participé. C'est ça, merci à tout le monde. Pour ceux qui sont intéressés, il y a plein d'autres webconférences organisées par des étudiants sur plein de sujets différents. Donc, également, on pourra partager sûrement en story les liens d'autres quand ils en feront. C'est toujours des sujets intéressants et c'est des intervenants qui sont généralement experts dans leur domaine, donc ça peut être sympa à voir. Je crois qu'il y a une étudiante, c'est par rapport à l'IA et l'art, par exemple. L'IA et l'art, ouais, c'est encore un autre domaine. Donc, ça peut aider à enrichir votre patrimoine culturel. Très bien. Du coup, merci beaucoup, monsieur Pierre Collet. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Et merci. à une prochaine fois. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.